Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir Alexandre Civico et Sylvain Coher pour deux romans qui sont à la fois très différents et qui partagent un certain nombre de choses. C'est pour ça que ça nous a semblé sensé, enfin, et à vous aussi, j'espère, de vous avoir ensemble là ce soir. Et Sylvain, malgré sa terrible maladie, a pu être présent en fait ce soir. Bravo. Et on salue son abnégation et son courage, à l'image de celui de ses protagonistes, dont on va reparler tout à l'heure. La Terre sous les ongles d'Alexandre Civico, donc c'est un premier roman. Alors bon, je pense que tous ici connaissent Alexandre. Moi je le connaissais avant tout comme éditeur d'une sacrée chouette série de bouquins qu'on adore ici, qui sont les bouquins incultes, qu'on a et qu'on continue à célébrer et qu'on adore. Et c'est vrai que j'étais très curieux, moi, de dire, tiens, un roman d'Alexandre Civico, qu'est-ce que ça va être? Et c'est... ça a été un joli choc de réussir à condenser en fait en 85 pages une histoire qui est à la fois extrêmement complexe et qui, par un travail sur la langue assez incroyable, réussit à communiquer l'essence de pas mal de choses assez difficiles à appréhender chez beaucoup d'autres auteurs. Donc bon, j'essaye à chaque fois, parce qu'on est particulièrement sensible à ça chez Caribe, même dans les romans où il n'y a pas vraiment de suspense, on essaye de ne pas trahir le suspense, de ne pas faire de spoiler. Donc c'est toujours un peu difficile. Là, ça va être compliqué. Ouais. Mais quand même, donc il y a un fils d'immigré espagnol contemporain qui, pour diverses raisons, se retrouve au volant de sa voiture, au volant d'une voiture, à tracer Paris-Cadix dans la nuit, dans le jour, ça ne peut pas se faire en une seule nuit, ça fait quand même 1900 km. Et sur ce trajet, il y a un tas de choses qui se passent dans sa tête, des souvenirs, bien entendu, des réalités du moment, de l'histoire, du réel contemporain, et tout ça se télescope, sachant qu'il a une voiture qui est un peu encombrante à conduire, donc il va franchir des frontières, et c'est un roman qui est assez saisissant, moi je trouvais, par sa très compact, très fort, et qui nous plonge aussi bien dans ce que ça peut avoir été de la guerre d'Espagne, la construction d'une famille, l'exil, l'immigration, l'intégration, l'absence d'intégration, et après, donc, on est toujours un peu en train d'écrire des romans d'actualité, même quand on ne pense pas écrire des romans d'actualité. C'est ça qui est terrible. Et puis, la violence sociale, en fait, qui, au-delà d'une histoire, justement, de France, d'Espagne, trouve son achèvement dans le fait que aujourd'hui, il y a une violence sociale colossale qui s'exerce et qui prend des formes, pas toujours super inattendues, mais assez radicales. Donc c'est un très très beau roman. Et j'aimerais bien qu'on en lise en fait quelques extraits, parce que c'est il y a chose dont moi je suis incapable de Je vais te laisser. Chose dont moi je suis incapable de parler, mais faut pas en lire trop, parce que sinon on a lu tout le roman en fait. Non, je crois pas non plus. J'en lirai un petit extrait, juste la route, sur on parle de route. Quoi. Parce qu'on commence par moi en fait. Oui. En fait, on parlait de ton livre. J'espérais qu'on démarrerait gentiment sur Coher. Non, mais parce qu'on fait par ordre alphabétique ici. Putain, c'est dégueulasse. Pourquoi tu crois que je m'appelle comme ça? Défile les portes, les panneaux. Tu ne sais pas exactement quels itinéraires tu vas suivre. La route, tu vas la faire au souvenir. La dose d'adrénaline qui a jailli dans tes veines, à les en faire exploser, paraît avoir diminué. Ça cogne moins fort dans ta poitrine. Une sortie t'indique Bordeaux.
Tu y trouves ton premier jalon. Jusque-là, le chemin n'a rien de très compliqué. Une fois sur la 10, une vague de soulagement t'envahit. Devant toi, 600 km d'abrutissement. Se laisser glisser sur l'asphalte, dégringoler comme on se laisse tomber d'un monticule en joyeuse galipette. La tension que te procure systématiquement la route s'estompe un peu. Elle aussi. Scruter la jauge du carburant. Le réservoir est pratiquement plein. Ne pas s'arrêter avant d'avoir besoin d'essence. Quantité de lumière étoile le tableau de bord. Elle clignote, s'allume, s'éteigne, sans que tu saches pourquoi. Fais confiance à la mécanique allemande. Tu sourirais presque. Allemand solide, italien un peu fiable. C'est ta conceptualité de la voiture. Un acquis. Voilà, donc, bref extrait sur quelque chose qui est à la fois... qui peut sembler anecdotique, hein, mais où on est déjà dans le parcours et puis dans le maniement aussi des clichés hérités, des acquis. Voilà. Puis, on comprend là que c'est pas sa bagnole aussi. Assez clairement. Trop luxueux, trop ça, je me suis permis de le dire parce que ça vient assez vite. Hein. Donc, les spoilers qui sont sur les 15 premières pages, en général, j'accepte de les laisser passer. C'est possible. Parce que sinon, c'est difficile. Donc, ouais, moi, j'avais peut-être une première question pour toi. Je connais rien à la bagnole, je me suis fait engueuler par Coher. Visiblement, il y a des incohérences. Mais ça, franchement, c'est pas grave. Parce que... Oui, enfin, en même temps, Sylvain, il écrit sur les motos sans en avoir. Voilà, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que Alexandre, j'allais citer quelqu'un qui nous avait parlé brillamment dans un roman qui s'appelle Carénage, effectivement, de moto et de motard, sans avoir jamais fait de moto. Donc, en soi, il n'a jamais fait de voiture. on peut ne pas avoir conduit des BMW sur 1500 km d'autoroute et de route nationale, ou des Audi, peu importe, des Mercedes même, enfin bref, des voitures allemandes, sans que ça soit vraiment important. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait plein de trucs sur le tableau de bord et qu'on ne sache pas ce que c'est, ça, même à des gens qui conduisent, ça arrive tout le temps. Quoi. Donc, voilà. Non, mais il y a déjà un truc de classe là-dedans qui se joue avec la grosse berline. Voilà. Moi, c'était cette première question, c'est qu'en fait, tu nous parles d'une question de tradition familiale, d'immigration, d'intégration, mais il y a vraiment un enjeu social extrêmement fort. Et il y a une forme de déclic, un moment, dans quelqu'un qui a... On reviendra après sur l'héritage espagnol, et puis le fait d'aller à Cadix, qui est évidemment pas neutre, mais c'est quelqu'un qui a accepté son sort, semble-t-il, qui est dans le monde du travail, par le petit bout de l'échelle, etc. Et il y a vraiment un moment où il réalise que c'est pas possible, tout ça. Comment tu as procédé pour faire cette injection en fait de social, alors qui n'arrive pas tout de suite dans le livre. Non, en fait, effectivement, ça arrive un peu plus tard, mais de fait, c'est pas quelqu'un qui a réellement accepté son sort, c'est quelqu'un qui est pris dans une espèce d'étau qui est... ça, on le voit assez vite, en fait. Il est fils d'un immigré communiste, donc qui va lui injecter, qui va le construire avec la question de la lutte des classes, etc. Et qui en même temps va essayer de lui insuffler une ambition. Donc va essayer de le pousser à sortir de la condition ouvrière. Et c'est un des enjeux du bouquin hyper important, c'est cette espèce voilà comment ce narrateur se débrouille avec ça, avec l'idée qu'il doit quitter le monde ouvrier et il doit rester fidèle au monde ouvrier en même temps. Et ça, c'est vraiment une tension hyper importante dans le roman, me semble-t-il. Et je ne sais plus quelle était ta question. Non, mais justement, le fait que dans le... Oui, non, il n'est pas satisfait de son sort. Il se satisfait pas de son sort. Au contraire, finalement. C'est une espèce d'insatisfait permanent. Et quelle que soit la condition, finalement. Là, il fait des boulots minables. Il est plus à l'usine. Enfin, il est à l'usine, mais il est dans les bureaux. Donc, il est employé. Il a grimpé un échelon de l'échelle INSEE qui commence par l'ouvrier, puis qui dit employé, puis ensuite contremaître, puis machin. Mais on comprend qu'il, de toute façon, il ne peut pas se satisfaire de la condition qu'il aura acquise. Il aurait été 4 sup,
ça aurait été probablement la même chose. Puisqu'il est pris dans ces contradictions-là, qui sont voilà, l'héritage de la lutte des classes, comment il se débrouille avec, et le fait d'avoir cherché à fuir, qui est aussi un héritage d'ailleurs, d'avoir cherché à fuir la condition ouvrière. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas énormément de romans, enfin je trouve, de romans voilà, qui paraissent maintenant, enfin de nos jours, qui sont aussi, directement, dont le fil conducteur est aussi directement les questions de classe sociale. Est-ce que c'est quelque chose pour toi, qui est de mettre de la politique? Ah oui, moi c'était effectivement, je pense que c'est un roman assez très sociologique et effectivement, moi je suis construit personnellement construit par la question de la lutte des classes. Ce que traverse le narrateur, c'est les questions qui me traversent moi aussi, évidemment. Et donc oui, c'est un roman qui est très très sociologique, qui se voulait sociologique et qui voulait poser la question de cette espèce d'angle mort là, qui est on n'est ni l'un ni l'autre, on est au milieu, mais si on est au milieu, on est où? Et en fait, on est nulle part, et c'est quelque chose de très compliqué. L'autre point que je trouve très très saillant, mais parce qu'on parle effectivement d'une filiation d'immigration espagnole, donc avec l'ancrage dans la réalité et l'imaginaire de la guerre d'Espagne, et du côté justement des perdants. Il y a tout ce que tu dépeins, et même si c'est sous forme justement de flashback, alors que le type est en train de conduire cette berline allemande, absolument. Il y a tout un peu cette magie de l'enfance justement immigrée, qui est à la fois très dure, très marquée, et en même temps on retrouve des choses. Alors moi en le lisant, ça m'avait fait beaucoup penser des choses qu'on trouvait dans les Ritals de Cavana, et qu'on trouve aussi dans certaines chansons de Zebda, sur justement cette espèce de melting pot culturel de l'immigration qui est aujourd'hui particulièrement chahuté pour diverses raisons, mais qui correspond à un ancrage que je trouve très très présent en fait dans ça. Est-ce qu'il est daté alors même que c'est quelqu'un de contemporain qui en parle, et c'est pas juste du souvenir d'enfance, il y a autre chose, non? Disons en tout cas, il n'y a pas d'amertume liée à tout ça. Je ne crois pas que la manière dont sont présentées les choses sont misérabilistes il n'y a pas de pathos. Je pense qu'il y a juste la volonté de montrer ce mélange, de montrer au-delà du mélange, parce que finalement le fait qu'il soit espagnol, que ce soit l'Espagne, que ce soit Cadix, la destination finale, c'est presque anecdotique. Ça pourrait être Marrakech, Rabat ou Alger ou ailleurs. Finalement. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu dans le sens où ce que dit le narrateur, c'est que ça pourrait être l'histoire de n'importe lequel des enfants avec qui il a grandi, qui sont yougoslaves, italiens, marocains ou algériens ou autre chose. C'est vraiment il est vraiment dans ce melting pot, ou dans c'est pas vraiment un melting pot en plus, parce que ça se mélange pas tout à fait. Je dis un truc à un moment, je dis que leur langue n'est commune que dans son centre. Et effectivement, ils ont chacun des parlers qui sont différents, des histoires familiales qui sont différentes, et des langues, pour le coup, parce que je pense qu'on va finir par y venir quand même, des langues qui sont teintées différemment. Voilà. Juste dans un tout petit extrait justement qui parle de ça, sur l'enfance a été banale, toutes les enfances sont banales. Tes uniques points de comparaison étaient les copains du quartier, arabes, yougoslaves, manouches et français. La plupart d'entre vous possédaient 2 langues et méprisaient le pays d'origine. La langue des parents était chez tous une langue inculte, une langue au goût de terre, de poussière et de fuite, une langue crasseuse qui fait honte. Le discours familial, l'héroïsme de classe n'existait pas. Pas encore. La notion même de classe était parfaitement étrangère. Les riches étaient loin et ils n'étaient que les riches. Ce n'est que plus tard, à l'adolescence, qu'il t'avait inculqué des choses, le père, des choses confuses et brutes,
l'oppression, les patrons, la classe ouvrière, les combats de la guerre d'Espagne, des enseignements inutiles au milieu des enfants qui, comme vous, vivaient dans cette petite pauvreté que l'on ne dirait pas misère. Effectivement, il y a cette question qui est là. On est dans un truc très, très social, très politique, historique, et il y a la langue. Enfin, il y a la question de la langue, celle qu'on utilise, celle qu'on maîtrise, celle qu'on comprend, celle qui fait témoin ou pas. Comment tu as pratiqué donc, autour de cette question de la langue? Vaste question. C'est l'enjeu premier du livre, en fait. Je pense qu'il s'est vraiment construit autour de ça. La langue étant un révélateur des luttes sociales et des classes sociales, de la lutte des classes, mais malgré tout, c'est là que, à mon sens, tout se joue, enfin en tout cas dans le roman. Donc il y a plusieurs choses. Il y a le fait que il y a un conflit entre deux langues qui sont la langue dans laquelle, quand on est enfant d'immigrés, deuxième génération, qu'on est dans un pays où les parents ne sont pas nés. On se construit dans une langue qui est étrangère à celle de ses parents. Mais on se construit vraiment dans cette langue, puisqu'on est entouré de cette langue, on est éduqué dans cette langue, l'intelligence naît et se développe dans cette langue. Et puis il y a la langue héritée qui est presque une tradition orale. Souvent, je parle pour mon cas personnel, mais je sais que c'est quelque chose d'assez largement partagé. Les enfants de deuxième génération d'immigration ont des parents qui sont allés relativement peu à l'école, donc ont finalement une langue qui est une langue d'origine qui est assez pauvre, et c'est une langue dont on hérite. Cette langue-là, cette deuxième langue, qui est ce qu'on appelle la langue maternelle, qui est censée être la première langue, la langue maternelle. Et du coup, il y a une espèce de tension. Enfin, c'est assez compliqué, puisque il y a cette langue française qui nous construit, cette langue des parents dans laquelle on est à l'étroit, en fait. Puisque finalement, la langue française, c'est la langue qu'on possède le mieux, c'est la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. La langue des parents, c'est une langue qui est plus étriquée, qui est de toute façon au départ plus pauvre, qui en plus je ne sais pas si on y reviendra, mais qui en plus se teinte. Le fait d'être hors sol, c'est une langue qui est totalement impure. Au-delà du fait que c'est une langue d'un pays étranger, c'est une langue d'un pays étranger qui évolue hors de ce pays étranger et qui donc devient une langue un peu hybride. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a une espèce de je sais pas, presque de condescendance depuis le locuteur français vers le locuteur de cette autre langue. C'est la même personne, mais pour autant, il y a, et de cette condescendance-là, naît forcément une condescendance pour le pays d'origine, forcément, peut naître une condescendance pour le pays d'origine, peut naître une forme de condescendance aussi pour ceux qui sont le ferment de ça, c'est-à-dire les parents. Ça provoque de la haine de soi, finalement. Et puis tout ce qui garde de l'ancrage, en fait, qu'on est plus prêt à... ce trajet, en fait, un monde qui est aussi un... Alors, après, moi, je ne voudrais pas trop dévoiler, mais il y a effectivement même un travail sur la façon dont la langue, en fait, va changer au fur et à mesure que le trajet avance. Ah oui. Quoi. Oui, là c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai voulu tout condenser parce que je ne voulais pas être trop explicatif, mais c'est vrai que le bouquin est quand même fabriqué avec avec quelques strates, mais enfin 85 pages. Ouais, mais je pense que c'est une des choses qui est la plus, je pense, troublante et en même temps saisissante pour le lecteur, c'est que sur ce fil apparemment assez rectiligne, cette route et puis cette plongée dans des souvenirs, il y a effectivement un travail du
protagoniste narrateur sur lui-même en fait au fur et à mesure, mais qui n'est pas fait sous forme d'essai ou de commentaire ou de quelqu'un qui viendrait dire ce qui se passe. C'est que en fait la façon dont lui-même pense et parle en fait change au fil du livre. Ouais, puis j'ai essayé d'éviter le discours le plus possible. Il y avait des choses comme ça que j'avais mises et c'était un peu lourdin, que j'ai retiré. Mais effectivement, il y a la langue française bourgeoise qui regarde la langue française non bourgeoise, qui regarde la langue espagnole, qui regarde le parler andalou, qui est un castillan, mais plus brutal, voilà, ça, c'est l'accent marseillais, enfin, sans vouloir dire du mal de l'accent marseillais, mais ben voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment, ça dégringole, il y a des strates comme ça, et donc finalement, le narrateur, il est à la fois, parce qu'il voit les choses comme une échelle, il est à la fois en haut, enfin, il a espéré être en haut, le haut étant la langue française bourgeoise, et puis il est à la fois aussi en bas, c'est-à-dire qu'il est locuteur d'une langue un peu pâteuse, qui est cet espagnol andalou, mal dégrossi, qu'il a en plus hérité de ses parents, donc avec des mots qui n'existent pas en espagnol, qui sont une espèce de traduction bizarre du français, avec des phrases qui sont des traductions littérales de locutions françaises, mais qui du coup ne veulent absolument rien dire en espagnol. Enfin voilà. Donc il est pris là dans cette espèce d'étau. Et bon, il réagit de manière un peu radicale. Donc voilà, moi je trouve que c'est un roman qui est vraiment saisissant, enfin, qui réussit à condenser. Et qu'on n'a pas spoilé. Non, qu'on a réussi à pas spoiler, enfin, franchement. Bravo. Et, J'ai envie de dire. mais qui réussit à condenser en fait énormément de choses. Enfin, comme je pense qu'on a essayé de le faire sentir, il y a beaucoup de fils dans cette trame en fait, mais qui se passe à la fois donc sur une question de route, de chemin et en même temps de langue en fait qui se transforme et qui essaye d'évoquer voilà, des choses dont on prétend qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus et qui pourtant sont totalement actuelles, enfin, et contemporaines, quoi. Et je ne parle pas que de la question d'immigration et d'intégration, mais aussi des questions de classe sociale, bien entendu. Voilà, donc en fait c'est un super livre, quoi. Voilà, je vous propose, alors soit vous avez quelques questions à poser à Alexandre tout de suite, hein, soit sinon on enchaîne donc avec Nord-Nord-Ouest, et puis on garde les questions pour la suite, c'est un peu comme vous. Je préfère le dire maintenant parce qu'après je trouve que c'est dur de revenir sur le truc, mais par rapport à la langue, le truc qu'on ne dit pas et qui est tellement évident qu'on l'oublie, c'est que le bouquin est écrit à la deuxième personne du singulier, on dit tu. Donc en fait c'est aussi comme presque ce qu'on dit le narrateur, mais en fait il n'est pas le narrateur puisque techniquement on dit tu. Donc c'est soit comme s'il y avait un non-narrateur, voilà, ou c'est lui-même qui se parle. Donc déjà le dédoublement est à l'intérieur, quoi. Et alors, il y a plein de livres qui sont écrits comme ça sur le tu ou sur le vous. Mais là, je trouve que ça a vraiment un sens ça met un gros qui se tient enjeu, très très fort, quoi. Bah oui, cette scission dont tu parles, qui passe par un conflit intérieur, est déjà... Ben oui, elle se joue là, vachement. Par les choix narratifs. Là, c'est vrai que c'est aussi plus facile de conjuguer à la C'est deuxième ce que personne du Oui, singulier. c'est plus simple. Mais ça demande, en plus ça fait des signes en plus, et tout, comme le bouquin était court. Est-ce que tu penses qu'il y a une résolution au conflit dont tu parles? Pardon? Est-ce qu'il y a une résolution au conflit que tu soulèves dans le livre, qui sont tous redoublés? C'est-à-dire le conflit de l'origine sociale et de l'élévation sociale, le conflit de l'immigration et de l'intégration, le conflit de la langue maternelle. Là, enfin, la seule façon, effectivement, on spoil, c'est-à-dire que le type est pris dans, comme dit Barthes, ou Fabien Barthez, enfin, un grand penseur, le type est pris à la fois dans ce truc, c'est la langue qui est à la fois pouvoir et servitude. Donc le type, il est de toute façon dans un cercle sans fin. La seule manière de sortir, c'est de sortir du langage. Et sortir du langage, il n'y a qu'une façon de sortir du langage. Vous verrez bien. On avait dit qu'on spoilait pas. Mais voilà. Ouais, c'est pas facile. Hein.
On va passer à nord-nord-ouest dans ce cas. Et puis, alors nord-nord-ouest, c'est à la fois très, très différent et en même temps, il s'agit quand même d'une échappée, d'une tentative pour s'arracher en fait à un lieu en transportant pas nécessairement le même bagage, les mêmes choses avec soi. Vous avez vu comment il n'y a pas de spoiler en fait, alors que je pourrais croire que. Là, on ne parle pas de berline allemande sur une autoroute, mais quoique. Presque. Mais d'un voilier sur la Manche. Mais pour faire simple et après, pour s'arrêter en termes de raconter ce qui se passe, il faut imaginer un jeune et puis vraiment un gamin, quoi, en fait, qui sont dans la galère, et qui ont dû fuir une situation sur un chantier en fait où ils travaillaient. Ils ont dû fuir une situation qui avait dégénéré et ils se sont retrouvés dans cette fuite à Saint-Malo, entre tous les lieux possibles, à Saint-Malo, au port des Sablons. Et qui est le port de plaisance de Saint-Malo, juste à côté du terminal des ferries. Et là, il rencontre une jeune, une ado malouine, d'une famille assez bourgeoise, qui s'emmerde comme un rat mort, qui a l'impression d'avoir ni avenir, ni même présent, qui est là. Et puis, dans cette tentative d'accéder à autre chose, il y a une chose qui les fait vraiment rêver, puis qui apparaît comme à la fois un but, et puis une solution, qui est l'Angleterre. On en parlera, le lieu de tous les possibles. Et puis sur le chemin, il y a des obstacles, parce qu'aller en Angleterre, quand on est en fuite, pour diverses raisons, mais c'est compliqué. Puis là, ils ont sous la main, en effet, une solution évidente, qui est... un bateau de plaisance, c'est un port de plaisance, on est en novembre, donc il n'y a pas grand monde. Donc c'est facile de voler un bateau de plaisance. Donc ils volent un bateau de plaisance et puis ils vont traverser la Manche pour aller en Angleterre. Ce qu'il y a, c'est que ce que réussit à faire Sylvain Coher, c'est à confronter cette espèce d'échappée, mais qui est à la fois très vécu, très pensé, très ressenti en fait par les trois protagonistes, pour des raisons différentes. Et puis tout ce côté complètement fantasmatique, de partir vers un ailleurs, et puis passer à un filtre qui est assez redoutable, et ça va être un des gros enjeux, je trouve, de ce livre, mais qui est pour moi magnifiquement réussi, c'est d'utiliser le fait de chose qui paraît banale, quoi. On est au XXIe siècle, traverser la Manche, c'est pas très long, sur un bateau à voile. L'Angleterre, c'est en face, quoi, au nord-nord-ouest. Donc 300, je sais plus combien, pardon. J'aurais dû la prendre par cœur, mais je sais plus si c'est 337. 337. 337 quoi? Degrés. 337 degrés. Mètre linéaire. Vraiment, on dit jamais degrés, on dit 337. Mais donc l'idée, moi, en partant de Saint-Malo, si on fait du 337, du nord-nord-ouest, on arrive en gros vers Plymouth, donc vers le bout de l'Angleterre, le sud de la Cornouaille. Puis voilà, c'est la terre promise, quoi. Et puis, en revanche, la Manche en novembre, quand on ne connaît rien à la voile, c'est pas si facile. Donc c'est à la fois c'est un roman d'aventure, en fait. C'est ça qui est... Non, c'est vraiment un roman d'aventure qui n'est pas un roman d'aventure maritime au sens... Parce que ce sont trois protagonistes qui sont pas, justement, c'est pas des champions du monde de voile, c'est pas des gens qui pratiquent tout ça. Donc ils ont un besoin vital, vraiment profond, de s'échapper. Et puis ils ont choisi un chemin qui est assez particulier. Alors avec un gros enjeu sur ce roman... moi, je veux dire tel que je le ressens. Moi, je fais un peu de voile, j'aime ça et tout. J'ai trouvé extraordinaire par tout ce qu'il dit, par tout ce qu'il ne dit pas, par tout ce qu'il fait ressentir. Après, je ne sais pas exactement comment quelqu'un qui ne connaît rien à la voile du tout va s'approprier en fait
l'espèce de folie en fait que ça représente. Et je pense que c'est un des sujets les plus passionnants en fait sur ce roman, c'est de ce qui se passe, c'est effectivement du jeu autour d'un univers assez particulier. Donc, Ça c'est une question. Parce que moi, je peux dire. Hein. Non, mais Moi, je n'ai jamais ma foutu première sur un question bateau, serait je peux effectivement, tout simplement, par rapport à cet univers quand même assez à part, enfin, de la voile, qu'est-ce que ça représentait pour toi, enfin, voilà, de situer un roman à la fois à la frontière et en même temps dans cet univers-là. Je ne vais pas répondre à ta question juste par rapport à un bout de ce qui était juste avant la question. J'ai relu entre 2011 et fin 2012. J'arrête pas de dire 80, mais peut-être c'est juste 50, enfin je ne les ai pas comptés. J'ai relu tout ce que j'avais dans ma bibliothèque, tout ce que j'ai pu acquérir en roman de mer, parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de livres d'aventure aussi. D'une aventure qui soit une aventure comme ça, un peu territoriale. Et puis j'aime la mer. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que le roman de mer, c'était toujours un roman d'initié. C'est-à-dire que le personnage emblématique du roman de mer, c'est le mousse. C'est celui qui est un peu malmené dans tous les romans, que ça soit, et pas forcément le roman français, mais le mousse, c'est celui qui apprend. Donc finalement, c'est celui par lequel les intrigues évoluent, parce que voilà, ce qui est justement pour les terriens pas forcément évident, via le personnage du mousse, on peut l'apprendre. Mais il reste que les plus beaux romans de mer ont souvent été faits par des marins, des vrais marins, ce que je ne suis pas, des commandants, des capitaines, des Melville, des Conrad, des gens qui avaient embarqué sur des trajets complètement hallucinants et qui avaient en fait finalement à l'intérieur d'eux-mêmes une culture de la mer qui leur permettait de mettre un récit avec une forme d'autorité, comme si aujourd'hui, je ne sais pas, un chirurgien écrivait un roman sur la chirurgie où il y a une espèce de caution comme ça. Et du coup, moi n'étant qu'un amateur de la plaisance, je pouvais mettre que des personnages qui eux-mêmes soient des amateurs. Et cette dimension-là, elle me plaisait. Parce que c'est un petit peu la sensation qu'on a quand on est, même sans jamais être monté sur un bateau, il suffit d'aller sur la plage en novembre, les pieds au bord de l'eau, pour sentir quand même qu'il se passe quelque chose, et pour peu qu'il y ait un bateau qui passe, pour avoir une partie de son imaginaire qui part avec. Tu vois, j'ai vraiment pas répondu à ta question. Mais en même temps, c'était pas ma bonne question. Il paraît que je réponde à une partie de la question, parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'être l'éditrice de Sylvain et que je ne connais strictement rien à la voile. Et c'est marrant parce que cette réflexion, cette question qui était contenue aussi dans l'article que tu as fait sur le blog, m'est revenue par une seule lectrice à ce jour qui, elle aussi, pratique la voile. Et ce que je trouve très intéressant et très curieux en même temps, c'est que finalement, ce vocabulaire technique qu'on retrouve effectivement sur une bonne partie du roman, pose plus question à des gens qui connaissent qu'à des gens qui, comme moi, ne connaissent rien. Parce que pour moi, ça fait partie de la poétique de l'écriture, du fonctionnement, de la rythmique, de l'univers et de toute l'étrangeté créée par cet univers que je ne connais pas. Et pour moi, tous ces mots-là que je connais, mais dont je ne connais pas les signifier, en fait, voilà, il y a plein de mots que je trouve très beaux et très poétiques, et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, et ça ne me dérange absolument pas. Alors que peut-être toi, ça t'a fait pareil. Et l'autre lectrice qui, elle, a fait des cours de voile et tout, me disait oui, mais on comprend bien ce qu'il faut et tout. Moi, je m'en fichais complètement, je lui faisais confiance pour l'aspect technique, et pour l'aspect linguistique, je trouvais que ça faisait partie de l'atmosphère et de l'étrangeté et de l'univers du livre. Et je trouve ça intéressant que les gens qui aient soulevé ce problème-là sont des gens qui pratiquent justement. Mais ouais, c'est très intéressant que ce soit un aspect effectivement de poétique qui apparaisse à ce moment-là, parce que moi j'avais plus en tête, franchement c'était pas la question d'exactitude ou pas, d'une part elle est vraiment, de ce que je peux en juger avec de très très haute qualité, mais c'est vrai que c'est assez secondaire en réalité, à part pour quelques lecteurs très pointilleux qui diront débarquer sur Bishop Rock dans ces conditions de mer, waouh. Ça je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. Ouais. Ouais, non, mais quelqu'un qui est mouillé à Bishop, c'est pas ça marche pas. On met ça, franchement, ça concernera 5 lecteurs, quoi, et encore. Mais
En revanche, l'aspect... donc, moi, au départ, c'était un vrai défi. C'est parce que avoir 3 personnes, dont une seule des 3 connaît un peu des basiques, hein, vraiment des basiques de la voile, en ayant fait de l'optimiste parce qu'elle est Malouine, et 2 autres qui ne connaissent strictement rien, c'est effectivement, ne serait-ce que pour décrire ce qui se passe à bord d'un bateau, là, on est vite coincé par le fait que s'il n'y a pas ce vocabulaire qui a une résonance poétique, alors ça je suis le premier à le penser, qui est énorme, mais qui en même temps a une vraie fonction suprêmement utilitaire, parce que tu trouves vite à dire, ouais non, prends pas cette corde-là, prends plutôt la 2e corde, tu vois, et tire dessus. Non mais il faudrait imaginer parler d'une voiture sans utiliser le mot volant, portière, pare-choc, ça devient... C'est ce que je fais tout le temps. Hein. Oui, le machin qui tourne. Ouais, fais tourner le truc là, tu vois. Un truc rond au milieu qui permet de se diriger. Enfin, le machin qui fait tourner. C'est pas possible. Sur un bateau, en effet, il y a ça. Enfin, oui, moi je pratique la voile. Je sais, quand j'étais petit, je me prenais une claque si je disais qu'il fallait que je tirais une corde. Parce qu'on ne dit pas corde sur un bateau. La seule corde sur un bateau, c'est celle qui est sur la cloche qui appelle pour manger. Enfin, c'est la plus importante. Elle mesure 15 cm, elle est hyper importante. Mais elle mesure 15 cm, c'est la seule qu'on peut appeler comme ça, parce que aucun autre machin mou qui sert à tirer quelque chose sur un bateau ne s'appelle une corde. Je veux dire lapin sur un bateau. La phrase est aussi. Anaïs sent mal là. Donc forcément, oui, il y a un vocabulaire. Après, le problème, c'est jusqu'où on peut aller sur ce vocabulaire-là. Alors, moi, j'ai eu l'impression d'être en deçà de ce que je pouvais mettre. Peut-être je suis au-dessus. En fait, je m'en tape un peu. Mais il y avait un curseur à mettre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me disais non, c'est pas... enfin voilà, ça, je vais pas le mettre. Je me voyais pas mettre droite et gauche parce que ça se fait pas. Voilà. Et puis oui, je fais confiance à ce que disait Marie tout à l'heure sur l'idée que moi-même, quand je lis un livre, il y a des moments où je me laisse emporter par les mots sans avoir forcément la nécessité de les comprendre. Et pour reprendre ce qu'on se disait tout à l'heure, pour avoir relu aussi plein de classiques de la littérature d'aventure maritime. Je suis un petit joueur, enfin pour le coup, quand on lit Loti, quand on lit plein de romans de mer un peu posés dans l'histoire littéraire, c'est bourré de mots que non seulement qu'il faut connaître, que les marins ne connaissent pas forcément, parce qu'en plus c'est des mots de la marine ancienne, donc ça voudrait dire avoir Wikipédia à côté pour aller chercher chaque mot, et en fait on s'en fout quand on lit normalement, on s'en fout quand on lit. Si par exemple, je sais pas, je prends un mot simple, c'est le liston. Le liston, c'est c'est une partie du bord d'un bateau. La première fois que je le mets dans le livre, je me dis, ok, c'est pas un mot qui est habituel, usité, voilà. Une fois que je l'ai mis 5 ou 6 fois, je me dis qu'il y a un moment où aussi on fait un apprentissage de vocabulaire qui permet de l'apprendre. On s'en fout. Non mais on s'en fout. Pas forcément. Pas forcément. Mais j'admets le fait que. Mais c'est aussi tout l'intérêt du truc, c'est d'être complètement perdu pour un béotien. C'est d'être complètement paumé dans tout ce vocabulaire. C'est un monde de. La mer, c'est un monde de silence. Les marins ne parlent pas. Mais en même temps, c'est un monde de langage. Parce que oui, quand on parle, je sais pas, moi j'ai des amis qui naviguent. Quand je les vois, les gens qui sont avec moi, généralement se font chier parce qu'ils comprennent rien. Parce qu'on parle, parce que c'est un langage forcément. Donc après, quand je disais tout à l'heure le curseur, il faut savoir jusqu'où je pouvais mettre le curseur. Je ne sais pas si je l'ai mis assez ou pas assez. Ma tentation, c'était quand même de le mettre parce que moi, c'est une langue qui me... Est-ce que c'était un des enjeux du livre? Est-ce que ton choix de le faire était de travailler justement avec un matériel... Non, mais il était là. Enfin, tu vois comment... Non, c'est pas du tout un enjeu. Enfin, franchement, je te réponds très franchement, c'était pas un enjeu. J'avais pas envie de... Oui, tu ne mentirais pas. Je te mentirais pas. Je suis malade. Quand je suis malade, je suis très franc. C'était pas du tout un enjeu. C'est venu comme un incontournable. Je me suis posé la question. J'ai même des versions de manuscrits où je dis, il tire à la corde et ça faisait faux. Enfin, ça faisait faux comme quand on essaye de faire une fausse oralité.
en faisant un décalque. Voilà. Là, j'étais en train de faire une espèce de faux truc de type qui... et au bout d'un moment, je me suis rappelé la phrase de Michon qui dit « Je vous écris depuis le paradis », sur le fait qu'on s'en foutait un petit peu de « oui, je peux voir dans les maisons, oui, je peux... » Enfin, voilà, j'ai posé une narration qui est quand même extérieure. Donc à partir du moment où elle était extérieure, c'est pas mes personnages. Si mes personnages s'étaient mis à décrire, eux, jamais ils utilisent un terme, parce que pour une simple raison, c'est qu'ils ne les connaissent pas. Après, vu de l'extérieur, un bateau, oui, c'est une voile à l'avant, ça s'appelle un phoque, un génois. Enfin, ça a un nom, les choses ont des noms, et c'est pas non plus des noms qui me semblaient, moi, très, très compliqués à assimiler, quoi. Après, le danger, c'était de ne pas faire quelque chose qui ressemblait au cours de navigation des Glénans, où à chaque page... T'apprends aujourd'hui l'empannage. Bon, voilà, c'était un petit peu... Non, mais c'est le fait de panner les trucs. Non. Ce que je trouve, c'est cette utilisation très fine du vocabulaire justement technique et non technique, parce qu'il y a aussi du non technique. Justement, il y avait vraiment un... Je ne sais pas si c'était un enjeu en soi, mais il y avait un point d'équilibre à trouver pour que ça soit à la fois compréhensible et qu'en même temps, moi je suis d'accord avec ce que disait Marie, je pense que c'est un vocabulaire qui se crée une forme de poésie par lui-même, en fait, par tout ce qu'il peut évoquer, y compris quand on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Quand on lit effectivement des romans de marine à voile, napoléonienne, les grands monstres que sont Kent, Hornblower, et puis O'Ryan, on ne peut pas connaître tout ce que ça représentait, ces choses-là, mais on projette, on imagine, comme dans beaucoup de situations littéraires, après tout. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'était qu'il n'y a aucun snobisme là-dedans. C'est vraiment... et en utilisant ces trois néophytes, ou presque néophytes, même quand ils ne sont pas complètement néophytes, c'est pas adapté à la situation, parce que les quelques compétences réelles, heureusement d'ailleurs, dont dispose la fille de Saint-Malo, ne sont pas à l'échelle de traverser la Manche en novembre dans des conditions un peu agitées, disons. Et du coup, ça fait sentir, je trouve, le fait que faute justement de ce vocabulaire, de cette précision, il y a un tas de technicité qui fait partie inhérente de la voile qui disparaît, et que ça demande en fait beaucoup plus d'efforts, cette fois physique et psychologique en fait aux trois protagonistes. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé, c'est que là, quand on connaît un peu chose, ça devient un thriller effrayant. Moi, j'ai trouvé que par moments, j'ai trouvé effrayant ce livre, mais réellement, parce que mais ils sont fous, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le font justement avec une espèce d'énergie qui vient aussi de leur vie, de ce qu'ils sont, de leur origine, de ce qu'ils ont vécu. Mais à la fois, ils ne se rendent pas compte et en même temps, ils ont des capacités de résilience, pour utiliser ce mot qui est un peu bizarre, mais qui sont incroyables, quoi. À la fois, ils ne voient pas le danger, mais ils encaissent des choses hors du commun, quoi. Hors du commun. Mais ça, on s'en aperçoit même si on connaît rien à voir. Ah bah oui, je crois, vraiment. Truc, effectivement. Et même des gens qui dans un vrai connaissent à la voile, il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, par exemple, une panne de batterie de GPS, les gens ils font demi-tour. Il y a peu de gens. Ouais, il y a peu de gens qui aujourd'hui ont de la navigation à le courage déjà de naviguer avec des cartes, c'est de plus en plus rare. Mais alors naviguer sans les cartes, c'est pas possible. Et à la base, voilà, moi cette histoire, elle s'est construite autour d'un fait divers de Ouest France que j'ai attrapé en 95 qui était un petit article de Ouest France qui signalait un bateau qui avait été volé en Bretagne, un petit voilier à peu près de la taille de celui dont je parle, et qui avait été retrouvé par hasard par un pêcheur. Alors, j'ai oublié depuis si c'est en Irlande ou en Écosse, mais dans un territoire qui est quand même très hostile pour la navigation, qui est le territoire des grands marins. Et l'article disait que dedans, il y avait juste eu un sac de couchage et une carte de la Manche qui était celle de la Poste
le calendrier de la Poste, vous voyez le dépliant où on voit l'Europe. Et ça, j'ai pas osé le mettre, par exemple, dans le roman. Je me suis dit, on va me prendre pour un... C'est pour ça que j'ai fait appel à l'almanach, qui est un peu plus détaillé quand même si c'est pas fait pour naviguer. Mais voilà, ça avait été récupéré. L'almanach du marin breton. Et l'almanach de la Poste, c'était énorme. Enfin, c'est juste, je pense que tout le monde voit le planisphère qu'il y a sur l'almanach des PTT pour naviguer. C'est quand même... voilà. Et l'article signalait juste que ça devait être soit des clandestins, soit des repris de justice qui avaient fui. Le bateau avait été volé sur la côte nord de Bretagne, qui n'est pas une côte facile pour la navigation, et donc retrouvé soit en Irlande, soit en Écosse. Et en fait, tout l'article était fait sur le fait que le propriétaire breton ne pouvait pas faire revenir son bateau en France parce qu'on lui disait que c'était un bateau qui n'était pas fait pour ce genre de navigation. Il était en 5e catégorie, c'était un objet de plage, voilà, et qu'il n'avait pas le droit, de toute façon, il n'avait pas le droit de revenir. Donc qu'est-ce que fait le propriétaire d'un bateau? Et c'est ce petit fait divers que j'avais stocké. Tome 2. Ben non. Non, si tu avais lu le livre, tu saurais que c'est celui-là. mais oui, c'est cette histoire. Moi, j'avais essayé de pas spoiler, tu vois, encore. Non, mais c'est cette histoire-là, c'est possible, c'est arrivé même il n'y a pas très très longtemps. Il y a un moniteur de vol, je ne sais plus où, en Bretagne, qui a volé un bateau de 15 mètres pour frimer avec des copains. Ils se sont pris un rocher comme des patates, ils ont été secourus en hélicoptère. Enfin, ça se fait pas. On vole pas un bateau comme une bagnole. Voilà. Hein, Alexandre? Je le ferai plus. Petit joueur. Donc tout ce livre, en fait, c'était pour mettre des outils dans les mains d'Alexandre s'il volait un bateau, pour qu'il puisse quand même... moi, j'ai la drisse, le Alexandre, bout, le machin, je peux pas. Alexandre, il n'a pas de GPS en voiture, lui aussi, il fait demi-tour. Hein. C'est vrai. Mais est-ce qu'il dit le volant, par exemple? Il dit le volant. Est-ce que tu nous lirais un extrait, Sylvain? Un extrait en mer. Dog Watch, c'est ce quart de nuit où le corps flanche et réclame le sommeil. Il gagne à l'usure, libère un flot d'endorphines suffisant pour assommer un cheval. Le froid paralyse les muscles, les pensées décousues deviennent des rêves et débordent la réalité pour paître un peu plus loin. Le seul bruit audible est celui de la mer, il recouvre tous les autres. La cinquième ou la 6e vague vous réveille presque aussi vite que les précédentes vous avaient endormi. Dog Watch. La veille du chien est entrecoupée par les soubresauts nerveux du chanfrein. Les oreilles restent en alerte pour décoder en permanence le morse complexe venu de l'univers en mouvement. Des ondes et rien de plus. L'eau profonde, le compas titubant dans sa bulle, et les voiles assombries par le renflement des cernes. Lucky guetta dans le noir pendant plus de 4 heures, 4 heures à l'estime, n'ayant pas d'autre repère que le déplacement paisible d'un maigre croissant de lune. Les paupières avachies, sur les yeux brûlants, impossible à frotter sans risquer la morsure aveuglante du sel. Parfois, il lui sembla frôler des montagnes silencieuses, d'autres fois c'étaient de petits monticules entre chiens et loups, des cargos immobiles, vers lesquels il glissait avec le réflexe de les éviter, en donnant un grand coup de barre inutile. À l'intérieur de Slangevar c'est le bateau, les corps des 2 autres roulaient en grognant sur les bannettes. Une plainte brève succédait parfois au choc douloureux d'une épaule contre le bois des montants. Le vent au tiers allait tantôt vers l'arrière, tantôt vers le travers. Lucky ne changeait pas de direction, mais son cap imprécis modifiait constamment l'allure, brisait la continuité de la route, comme les segments pliants d'un maître de charpentier. Slangevar se bornait à obéir au gouvernail. Sous les étoiles, il n'y avait rien, rien à perdre de vue. J'arrête pas de te le dire. Tiens. C'est toi qui lui mets. Non, mais c'est bon, je sais. Moi, une chose qui m'a impressionné, c'est que je trouve que c'est cette façon dont tu ne le dis à aucun moment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que si c'est... alors,
2 des 3 protagonistes en particulier affrontent quelque chose qui est en fait terrible et le font avec une résistance physique, psychologique incroyable, parce que finalement cette espèce de confrontation avec la nature, et un peu avec aussi la culture, parce que les cargos sur le rail de la Manche, c'est pas vraiment de la nature, mais parce que ce qu'ils ont vécu finalement dans leur vie très jeune, mais déjà tellement abrasif, qu'ils sont incroyablement durs en réalité. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une façon de réflexion sur ce qui rend, sur ce qui, une forme métaphorique de ce qui tue pas rend plus fort et ce genre de choses. Je sais pas si ça fait partie de la moelle épinière du livre. En même temps, il y a beaucoup de tendresse. Ils sont aussi à la fois le petit. Je pense au petit notamment. Il y a quelque chose d'assez tendre malgré tout. C'est-à-dire que certes, ils sont endurcis avec ces histoires, mais il y a quelque chose d'assez tendre. Excuse-moi, je te coupe parce que Non. Mais toi, t'es pas d'accord avec moi. Mais par rapport là, c'est pour montrer que j'ai lu le bouquin, c'est juste. Je vois que le petit a bien fait. Le petit, moi, ça me parle. En fait, c'est un peu notice. Si on avait été dans un bas, c'est un pince-mier, pince-moi. Non, pour répondre vraiment à ce que tu disais, j'ai oublié. Ce qui tu pars en plus fort. Je suis son interprète. C'est un instinct de vie. Et même sans aller jusqu'à l'instinct de vie, il se trouve qu'il y a longtemps, j'ai été prof de voile et j'ai fait du promène-couillon, ça s'appelle, un peu de la balade pour des jeunes, et notamment avec la prison de Fresnes, avec les mineurs de la prison de Fresnes. Et je me souviens très bien, je me souvenais en écrivant ce truc-là d'une fois où moi je dormais c'était un voilier. On était 7 et en fait ils ont changé de cap parce qu'ils avaient vu un bateau. Et en fait ils n'avaient qu'une envie, ça les faisait chier de faire du bateau toute la journée avec moi. Et en fait le truc c'est qu'ils avaient vu un bateau et ils pensaient qu'ils rentraient au port. Et donc sans rien dire ils avaient changé de cap, mais fait vraiment le virement, retendu les voiles, tout fait hyper bien. Et moi, quand je me suis réveillé, j'étais obligé de refaire tous mes calculs, je savais plus du tout où on était. Ça faisait 1 heure qu'ils suivaient sans savoir où le bateau allait. Mais ils pensaient que nous, on allait par là et qu'à tous les coups, je les embrouillais parce que je leur ai dit qu'il y aurait une nave de nuit et que j'allais les emmener au large. Et si l'autre bateau, il rentrait au port. Et en même temps, ils avaient tout super bien fait. Alors que c'était des gamins qui, vraiment... En tout cas, tu les surveillais bien. Il fallait dormir aussi des moments. Les côtes d'Argentine, tu t'es inquiété. Mais voilà, l'instin, tu veux y aller, tu veux y aller. Il y a un moment où je sais pas si c'est pas forcément de l'héroïsme, c'est juste un truc de faire. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont dans un bateau, il faut qu'ils fassent. C'est pas forcément de l'héroïsme, mais il y a cette espèce de capacité à encaisser, parce que l'impression que ça donne, c'est que malgré tout, des gens qui ne seraient pas aussi endurcis qu'eux ou tendus vers leur objectif, quel qu'il soit réellement en réalité, mais pourraient pas en fait, justement, ferait demi-tour, même pardon, excuse-moi. Toi, de toute façon, le large. Non, mais à cause du GPS. Même sans. Il y a un couple qui vient de se briser à l'instant. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais sauf qu'il y a cette endurance qui à la fin rend. Excuse-moi, j'étais en train d'imaginer un GPS marin qui dirait fait demi-tour. Ça serait terrifiant quand même. Fait demi-tour avec possible. Prochaine vague. Prochaine vague, tournez à gauche. Ouais, puis avec tout ce que ça suppose de jugement porté sur le skipper, en plus, c'est implicitement. Fais demi-tour, tu n'as pas le niveau qui là aurait été le cas si le GPS avait été là. Moi je pense que c'est possible. Je me suis vraiment posé plusieurs fois la question, est-ce que
en étant néophyte comme Alexandre Civico, en voulant fuir parce que vraiment il faut fuir. Non, il a le mal de mer. Ah non, Eux aussi, par contre, je serais mort assez rapidement. eux aussi, c'est pas Oui, un en plus, problème. C'est pas un vrai problème ça. Est-ce que voler un bateau à voile, à un moment le petit dit c'est comme voler un Airbus, enfin lui ça lui paraît aussi compliqué et voilà. Et en même temps, une fois sur l'eau, je suis pas convaincu. Bon, ils ont de la chance au départ. Il y a vraiment une histoire de vent. Voler un voilier, il faut que le vent il pousse. Et sur l'eau, en fait, le vent il pousse pas toujours parce que sinon on irait toujours dans la même direction, comme les jonques chinoises. Enfin, il y a le vent qui pousse, mais il y a aussi pas que le vent qui pousse. Et voilà, ça marcherait pas. Avec, donc j'étais obligé aussi d'avoir une rose des vents très établie pour tout le parcours, c'est-à-dire que tout le parcours, le vent accompagne une dépression. Ce qui leur permet d'avoir Marie est en train de se dire de navigation. Oui. Mais oui. C'est une histoire de dépression. En fait. Je te fais confiance. J'ai travaillé longtemps, j'ai plein de brouillons, j'ai fabriqué une dépression qui correspond, je crois, à l'hiver 2002. Voilà, d'une dépression qui passe, qui n'est pas une dépression habituelle en mer d'Irlande par exemple, qui est une dépression qui passe du sud en glissant sud, sud-est, nord. Et après, c'est là que ça devient méchant quand ça revient en nord-ouest. Voilà. Mais il y en a deux qui comprennent. Non, mais ça, c'est pas compliqué. Non, sud. Enfin, si il y a dépression, on a compris. Sud. Le truc où tu prends des cachets. Enfin, il fallait qu'il y ait toujours un vent qui leur permet. Enfin, voilà, parce que moi, je suis attentif. Contrairement à Bilbo ça, c'est vraiment toute la mécanique de création. Moi, je voulais que ça soit possible. Il n'y a pas de considération météorologique. Technique dans le livre, enfin, parce que justement c'est pas utilisé par les, ils pourraient pas de toute façon le faire. Donc ce qui se passe, il faut toujours que le vent il les pousse. Voilà. Non, mais tout ce qui se passe, on l'a quand même par le regard, même avec la possibilité d'un narrateur omniscient, par un regard qui reste un regard naïf. Enfin, eux, ils sont pas en train de se dire, ouais, on est. Il y a un mec qui met toujours du vent dans le dos. Non, et puis après, voilà. Tourne pas, c'est cohérent. Vraiment, ils le disent. On peut compter sur Coher pour que les choses vont se compliquer maintenant. Non. C'est bizarre parce que vous parlez pas du tout des personnages. Moi, j'ai pas lu le livre. Donc est-ce qu'il y a quand même des conflits entre les personnages ou est-ce que c'est ils sont soudés tous les trois dans la Il y a survie? 2 garçons, une fille. À ton avis? Je ne connais pas leur orientation sexuelle. Des conflits. Il n'y a pas de temps. Ils sont quand même trop occupés pour avoir des vrais conflits. Non, il y a un moment, c'est important. Ils sont quand même face à la mer sur un bateau auquel ils comprennent rien. Oui, mais ils se rendent pas compte. Mais de toute façon, tu l'as pas lu, toi. Donc, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais il y a des choses, il y a des tensions qui se créent. Mais... Moi, je les ai mis sur un bateau. Après, je les ai regardés faire. Après, il se démerde, il a poussé. Ils ont fait des trucs un peu bizarres. Il a soufflé. Ouais. Après, il se démerde. Il y a des tensions qui existent, mais ils ont aussi pas, les conflits n'ont pas le temps d'exploser. Il y a d'autres choses qui explosent. Pardon. C'est le seul truc. Non, mais il y a des tensions. Mais forcément, sur un. Voilà. T'es mignon, tu réponds aux questions, s'il te plaît, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Mais j'arrête pas de répondre aux questions. Non, mais c'est, je sais pas, dans les histoires très connues des ports, il y a cette histoire de frères jumeaux, enfin moi on me l'a raconté 10 fois celle-là, qui partent pour faire une transat et à l'arrivée il y en a un qui a un couteau dans le dos. Enfin, c'est un milieu. Enfin, pourquoi? Parce que tu vis dans 3 mètres carrés au maximum, dans des situations de tension. Comme un couple en banlieue, quoi. Bah, un peu, ouais. J'ai des amis qui ont fait une transat qui ont vécu dans une chambre de bonne à Paris pendant, je sais plus, 20 jours, avec des boîtes, tout ça, pour voir si ça le faisait, parce qu'il y en a un qui mettait beaucoup de ronds quand même. Il voulait être sûr que. Et c'est parti en couille à la Réunion, en Martinique. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Enfin, parce qu'ils ont jamais. Enfin, ça l'avait super bien fait à Paris, ils ont fait la fête, enfin, c'était génial, ils se sont racontés plein d'histoires. Sur le bateau, ça part en couille assez. Je l'ai vécu, j'ai eu un bateau, c'est parti en couille plein de fois. Et dès qu'il y a un peu de tension, dès que tu as peur, en fait, pour ta vie, l'espace, ça fait un truc, tu mets 2 ours dans une seule caverne et tu leur fais peur. J'ai jamais essayé. Voilà. Je tentais une métaphore, mais.
Mais non, c'est un espace qui est très... alors là, je parle, mais c'est un truc c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, mais c'est un espace qui est tellement restreint. Tu vois, tu peux pas aller courir, tu peux pas dire, ok, je vais faire un tour. Enfin, tu es toujours à portée de vue, à portée d'odeur, qui est un truc con, mais qui existe quand même beaucoup sur un bateau quand t'as pas pris de douche on appelle ça de la plaisance, pendant 7-8 jours. C'est le rationnement quand tu rates parce que t'as pas de chance. Par exemple, pas de chance en mer, c'est aussi quand il n'y a pas de vent et quand t'as plus à bouffer. Enfin, c'est des situations où tu as des gens qui deviennent assez superbes parce qu'ils sont grands, enfin ils sont forts. C'est le cas du grand qui finalement est une espèce de pauvre voleur de bagnole et qui, sur cette situation-là, finalement, prend goût parce qu'il se rend compte que lui, qu'il assure quelque chose parce que peut-être ça le dépasse et parce que c'est fort. Et puis tu as des gens qui peuvent être des jobards et qui, au bout de 2 jours de mer, il faut les ramener à un port parce que c'est une promiscuité qui est assez terrifiante. Donc ces 3 personnages-là, c'est des grands ados ou des ados grands ados. Et je me suis plu à croire qu'à la fois ils y arrivaient et à la fois ils n'y arrivaient pas. Donc dans les relations, ça donne... Il y a une situation hiérarchique aussi, parce qu'il y a un grand et un petit, en âge. En âge. Et puis il y a une fille, donc forcément ça rend les choses un peu plus compliquées. Moi je tenais à dire, je pense que c'est vraiment un très grand roman. C'est un roman qui est à la fois un vrai roman d'aventure, et c'est pas facile de faire des romans d'aventure contemporains. Justement, on retrouve aussi ce charme et cette excitation du roman d'aventure classique. C'est un roman qui est assez étonnant dans la façon dont il utilise une trame sociale en fait pour en faire complètement autre chose, qui est assez impressionnant. Et puis c'est aussi un très très beau roman de mer et de voile. Et d'arriver à faire tout ça ensemble, c'est pas évident, parce qu'une chose qui peut être reprochée à beaucoup de romans de mer et de voile, et c'est pas du tout le cas de Norman West. On peut dire parfois effectivement c'est des romans pour initier, ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup le sont. Je pensais d'eux qui me l'ont évoqué notamment pour la fin du roman, et c'est pour ça que justement là j'en parlerai pas trop, mais notamment les romans de Sam Lewin, qui est un type, un super auteur anglais, qui est malheureusement, il y a un seul roman qui a été traduit en français et c'est un de ses plus mauvais, mais qui est un auteur en plus qui est des îles Scilly, et qui connaît vraiment la mer et la voile. Ces romans sont quand même des romans super techniques, quoi. Et on parle pourtant de voile contemporaine, pas de marine à voile napoléonienne. Et en fait, je trouve que Sylvain réussit vraiment ce point, c'est que c'est crédible, ça sent la vérité, le réel, le possible. Et en même temps, c'est une aventure qui se prend et on se demande effectivement comment ils vont s'en sortir, ces 3 personnages, quoi. Que rien ne prédispose à faire ça au départ. Et donc la mère, parce que c'est aussi son rôle incident, quoi. Elle agit comme une sorte de révélateur brutal, extrêmement violent, quoi, en fait. Et après, il se passe des choses, quoi. C'est vrai. Quand j'étais petit, le slogan des Glénans, c'est « La mer, c'est l'école de la vie ». Non, là c'est peut-être un peu excessif. En tout cas, c'est vraiment j'adore. Mais bon, j'aime bien la voile, quoi. Je dois avouer. Bon. Est-ce que vous avez des questions pour Sylvain? Ou alors en bois. Excuse-moi, on va retarder le moment. Non, mais toi, je voulais dire un truc. Tu permets. Ouais, non, mais je suis là pour. Fais pas semblant de préparer une question. Non, mais justement, je voulais pas poser une question, je voulais dire un truc. Parce que j'ai lu les 2 livres et je trouvais ça intéressant. Enfin, je crois savoir que la rencontre a été organisée avant que les 2 livres aient été lus et confrontés. Et qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses en commun. Quoi ?
Comment Non, il ça? a l'air étonné. Non, mais. Non, on n'organise pas de Il y a une rencontre. vraie thématique commune C'est qui est... ce que je voulais dire, mais avant Bravo, que. t'as fâché tout le monde. Depuis 2001, on sait qu'on va Avant que C'était lui, mais l'un pas et compris. l'autre se soient entrelus, pardon, je précise. Et moi, ce qui m'a Est-ce que frappé, c'est bon, entre les- celui de Sylvain, évidemment, je l'ai lu plutôt 10 fois qu'une, mais celui d'Alexandre, je l'ai lu tout récemment. Et ce qui Plutôt m'a une fois frappé, 10. c'est quand même les choses. Plutôt une demi-fois. Vous me laissez parler. Moi, j'ai Je oublié pas la que c'est question. intéressant, mais je voudrais juste finir ma phrase. Non, mais c'est pas une bordel. question, ça. C'est un truc à Non, ce qui dire. m'intéresse, c'est quand même les liens qu'il y a entre les deux. Et je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais je trouve que dans les deux cas, il y a quand même un livre. Alors, pas forcément écrit dans l'urgence, parce que je crois savoir que l'un et l'autre, vous ne l'avez pas écrit en 15 jours, mais qui est concentré sur une urgence et une nécessité, une fuite, et le besoin absolu de tirer le rideau sur tout ce qui précède pour peut-être inventer autre chose. Voilà, je trouve que c'est vraiment le point de rencontre des deux textes qui est assez saillant, parce que c'est l'un des thèmes principaux de chacun des deux livres. Et je ne sais pas si vous aviez quelque chose à en dire l'un ou l'autre, mais je trouvais ça intéressant. Alors moi j'ai une Messieurs, question sur le là-dessus. tirage de rideau. En tout cas, Sur notre point saillant, tu veux Non, dire? c'est-à-dire que techniquement, Marine, il est c'est plus vraiment au ça point qu'on sur se dit, le nous, bateau donc, que moi sur la c'est- bagnole, mais... Mais moi j'avais une Beaucoup plus au question point. du coup par rapport à exactement ce que disait Marie. Est-ce que dans vos deux livres, qui du coup est un trajet, l'un comme l'autre, avec un moyen de locomotion qu'on maîtrise plus ou moins, donc, Est-ce que tout le monde va nous poser la même question? non, mais est-ce que, pas pour le narrateur, mais pour vous finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une plus grande importance dans la fuite du point de départ ou là vers où l'urgence tend? C'est-à-dire que dans tous les cas il y a une urgence de fuite, mais est-ce que, alors, du coup pour... C'est pas la même réponse. hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose où c'était une évidence que, bon, bah voilà, c'était juste fuir quelque chose du passé ou dans un acte ou peu importe, ou est-ce que finalement c'est aller vers... Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on arrive en fait? Voilà, merci Marie. Bah, moi, il fuit, hein. Moi, il se casse. Oui, mais C'est- pas c'est- pour le c'est- narrateur, c'est- pour c'est- vous, je veux dire. Parce que Bah, pour le Bah, narrateur, le oui, truc c'est qui est pas- bizarre, mais je pars pas, enfin, c'est que moi à la base c'était des gars qui venaient de beaucoup plus loin, donc c'était mon histoire, elle commençait bien avant, et notamment elle commençait en Syrie, sauf qu'en 2011 il n'y avait pas encore eu ce qui s'est passé après en Syrie, et du coup j'ai gommé toute cette partie-là parce que je trouvais ça vraiment trop con et je m'en sentais pas les épaules de parler de... T'as tout gommé. J'ai enlevé cette partie-là, On va ouais. mettre en Italie. pour Mais considérer. du coup c'était plus peut-être enfin par rapport à ce que vous dites toutes les deux, il y avait plus quelque chose comme ça, ouais, de la fuite, alors qui n'est pas forcément une fuite parce que, enfin je sais pas, je suis perdu. Bah, dans le mien, c'est une fuite, c'est un abandon, c'est c'est aussi tout un- laisser derrière. Et puis Toi, il y a- c'est il y a, le cas aussi. il y a quelque chose de mémoriel. Enfin, là moi, c'était enfin, mon idée, c'était vraiment une fuite pour aller vers cet Eldorado, l'Angleterre, l'Angleterre de la libre entreprise et l'Angleterre où on se fait nouveau, et l'Angleterre comme l'Eldorado de Calais, finalement. Et c'est pour ça que je les ai fait dévier par Saint-Malo, mais c'est quand même l'Eldorado de Calais. Donc il y avait cette idée du cheminement, mais sans l'emprise mémorielle, ni sans ce qui fait la particularité du récit Mais toi, c'est une d'Alexandre, fuite- qui est fuite quand avec même... un but, et la mienne, c'est une fuite sans but. Mais c'est pas vrai, enfin, bizarrement. Il n'y a pas si. vraiment de but. Si. Bah, il y a un but, il y a C'est ce- On finit tous les deux devant la mer. Attention, attention. Oui, enfin, toi, oui, c'est vrai. Hein, Il y a la mer. donc on il y a commence mer. tous les deux dans une berline allemande. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Nous, on n'a ça pas fait la 80 pages. C'est vrai aussi. Bon bah voilà, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien qu'on finisse sur cette question de la D'ailleurs, berline allemande. pourquoi on finit Sur une berline allemande non ou- face à la mer? Parce que c'est là que ça de la Terre se termine. Parce qu'après on sait pas nager. On va voir. Merci beaucoup. Merci.